Trump et Marco Rubio ont perdu patience face à la farce communiste cubaine et la pression contre Cuba à la Maison-Blanche a placé le régime communiste au centre d'une nouvelle offensive des États-Unis. La réunion du cabinet d'hier, le 27 mai, a ouvert une nouvelle séquence qui, ce jeudi 28 mai 2026, montre Washington traitant la crise cubaine comme la principale menace juste en dessous de la guerre contre la dictature iranienne. Rubio a parlé aux côtés de Trump, a attaqué l'incompétence communiste et a désigné la Gaïza comme une machine de contrôle de l'économie cubaine. Et il a clairement indiqué qu'une île plongée dans les coupures de courant, la pénurie, l'exode massif et une élite protégée à 90 miles des côtes américaines ne peut plus être ignorée. La farce communiste a été exposée parce que le régime accuse les États-Unis, mais ses propres dirigeants contrôlent la richesse, leurs familles cherchent à vivre dans le monde capitaliste et le peuple cubain reste abandonné. Qu'est-ce que Cuba cache? Pourquoi l'élite s'enfuit-elle à Miami? Comment Trump va-t-il resserrer la vis maintenant? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'intervention de Rubio lors de la réunion du cabinet a été au centre du message. Le secrétaire d'État a affirmé que Cuba a beaucoup de problèmes parce qu'elle est gouvernée par des communistes incompétents. Il n'a pas traité la question du communisme comme un simple débat idéologique vide. Il a mis le doigt sur la structure du régime et a cité la Gaïza, un conglomérat lié aux militaires cubains, comme pièce centrale de l'économie de l'île. La lecture à Washington est que la richesse n'atteint pas le citoyen ordinaire parce qu'elle reste concentrée dans une machine contrôlée par une élite politique et militaire. C'est là que Trump et Rubio changent la grille de lecture. La crise cubaine n'est pas seulement un manque d'électricité, de nourriture ou de carburant. C'est un système conçu pour protéger ceux d'en haut pendant que le peuple paie l'addition. Rubio a aussi affirmé que les États-Unis souhaitent du bien pour le peuple cubain, mais qu'un État failli proche des côtes américaines pose un problème de sécurité nationale. Cette phrase est lourde de sens car elle sort Cuba de la propagande romantique de la gauche et place l'île sur la carte stratégique de la Maison-Blanche. Pour Trump, il ne s'agit pas de persécuter les Cubains ordinaires. La cible politique, c'est la direction qui utilise le drapeau, le discours révolutionnaire et les accusations contre Washington pour dissimuler sa propre responsabilité dans l'effondrement interne. La Gaïza s'est retrouvée au centre de la pression parce qu'elle représente le cœur financier du régime. Le groupe opère dans des secteurs tels que les hôtels, les ports, les banques, les marchés, les carburants et les transferts de fonds. Rubio affirme que ce modèle fonctionne comme un État dans l'État, sans transparence et sans rendre de compte au peuple cubain. Lorsqu'une structure militaire contrôle des secteurs lucratifs alors que des familles subissent des coupures de courant et des rayons vides, le récit de la résistance perd de sa force. Ce qui apparaît, c'est une élite fermée, avec accès à l'argent, aux biens immobiliers, aux voyages et à la protection politique. La réponse de la Havane est venue comme on pouvait s'y attendre. Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a porté l'affaire devant l'ONU. Et il a accusé les États-Unis de pression, de menaces et de blocus énergétique. Le régime a tenté de transformer l'offensive de Trump en une dénonciation internationale, en demandant le soutien d'autres nations et en évoquant le risque d'une catastrophe humanitaire. Mais cette réaction révèle aussi une faiblesse. Cuba se précipite sur la scène diplomatique parce qu'elle sent que la pression ne vise plus seulement les discours, mais commence à toucher les mécanismes qui soutiennent le pouvoir du régime. La tentative de la Havane est claire. Rejeter la faute à l'extérieur de l'île, tout en évitant d'expliquer pourquoi la population vit entre les coupures de courant, les salaires écrasés, le manque de nourriture, le manque de médicaments et une fuite constante. Le régime essaie de vendre un récit de résistance, mais le Cubain ordinaire voit autre chose dans la vie réelle. L'électricité manque, la nourriture coûte plus cher, les transports sont bloqués, la jeunesse cherche une issue et les familles au pouvoir conservent des portes de sortie à l'étranger. Cette contradiction, c'est ce que Trump et Rubio exploitent avec force. L'affaire d'Alina Rosales Aguirre Oreta a encore terni l'image de l'élite cubaine. Elle est la fille du général Ulises Rosales del Toro, une figure historique de l'appareil militaire et politique de la Havane, et elle a été arrêtée par les autorités de l'immigration des États-Unis. La nouvelle a pris de l'ampleur car elle expose une scène gênante pour le régime. Des membres de la famille liés au haut commandement cubain, vivant ou essayant de s'établir sur le territoire américain. Alors que des millions de Cubains ordinaires font face à d'énormes difficultés pour quitter l'île ou mettre de l'ordre dans leur vie.
Cet épisode renforce l'idée que l'élite communiste condamne le capitalisme au micro, mais cherche refuge dans le capitalisme lorsqu'il s'agit de protéger sa propre famille. C'est un coup symbolique. Le peuple cubain entend depuis des décennies que les États-Unis sont l'ennemi. Mais il voit des proches de dirigeants historiques vivre dans le sud de la Floride, entrer avec un visa, essayer de régulariser leur statut migratoire et vivre loin des files d'attente, des coupures de courant et de la pénurie qui touche à la population. L'effondrement cubain ne reste pas confiné à l'île. Il traverse les frontières, alimente des réseaux illégaux et met la pression sur plusieurs nations de la région. Les informations récentes ont montré des Cubains dans les limbes migratoires au Mexique, sans garantie légale et avec des difficultés à accéder aux services de base. Elles ont également montré 18 Cubains interceptés au Brésil, à Roraima, sur une route illégale impliquant des véhicules et des suspects de trafic d'êtres humains. Parmi les migrants figuraient des enfants et des personnes âgées. Cette donnée montre la conséquence pratique de l'échec socialiste. Lorsqu'une nation détruit les conditions minimales de vie, les gens fuient par n'importe quel moyen. Ils empruntent des routes dangereuses, traversent des frontières fragiles, tombent entre les mains d'intermédiaires et essaient d'atteindre des endroits où ils peuvent travailler, manger, circuler et vivre sans peur. La gauche appelle cela la résistance cubaine. En pratique, c'est un exode, et l'exode ne naît pas de la prospérité, il naît du désespoir. Trump et Rubio utilisent également la pression économique comme un outil politique. Le décret exécutif signé par Trump en mai a élargi les sanctions contre les structures liées au régime cubain, touchant des secteurs stratégiques et augmentant le risque pour les entreprises étrangères qui contribuent à soutenir les zones contrôlées par le sommet du régime. Après cela, l'administration américaine a commencé à cibler des noms, des entités et des branches économiques liées aux militaires. La logique est simple, si le régime se finance par des entreprises opaques et contrôlées par des généraux, la pression doit justement s'exercer à cet endroit. Cette stratégie laisse la Havane sans le confort de pouvoir blâmer uniquement l'ancien embargo. La Maison-Blanche désigne des noms, des structures, de l'argent et des réseaux d'influence. Rubio ne parle pas seulement du communisme en théorie, il dit qu'il existe un mécanisme concret derrière la souffrance cubaine. Une autre contradiction pèse contre le régime. Cuba accuse Washington de l'asphyxier, mais dépend des importations et des failles commerciales liées au marché américain lui-même. Dans les informations qui circulent, il est indiqué que les exportations de carburant et d'huile des États-Unis vers Cuba ont augmenté au premier trimestre 2026. Cela met en évidence une forte ironie. La Havane attaque les États-Unis dans ses discours, mais elle a besoin des ressources provenant de ce même marché qu'elle diabolise pour atténuer une partie de son propre effondrement énergétique. La réunion du cabinet a également montré que Trump veut garder la question cubaine sous le contrôle direct de la Maison-Blanche. Rubio agit comme le visage politique de cette pression parce qu'il connaît le poids de l'exil cubain. Il s'adresse directement à la communauté de Floride et comprend la force symbolique de s'opposer à une dictature que la gauche a traitée pendant des décennies comme un projet romantique. Maintenant, le discours a changé. Cuba apparaît comme un régime en faillite, gouverné par une élite incompétente, dépendante de structures militaires et incapable de garantir un minimum de dignité à son propre peuple. La Havane tente de répondre par des menaces verbales, des appels internationaux et un discours sur la souveraineté. Mais la souveraineté que le régime invoque n'atteint pas le Cubain, qui passe des heures sans électricité, ni la famille qui dépend des envois d'argent. Elle n'atteint pas non plus le jeune qui traverse les frontières par désespoir, et elle n'atteint pas le travailleur qui voit des hôtels de luxe liés à des structures étatiques pendant que chez lui, c'est la pénurie. C'est cette farce que Trump et Rubio ont mise sur la table. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.